Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue à ce balado avec Madame Dominique Daudier, qui est la directrice générale d'Enviro Compétences. Comme vous le savez, la question des métiers verts, de la transition énergétique, de la transition juste, de la pénurie de main-d'œuvre occupe beaucoup de nos conversations et sûrement des vôtres aussi. Et Madame Daudier, à titre de directrice générale d'Enviro Compétences, pourra répondre à des questions fort intéressantes sur la main-d'œuvre verte, entre autres, mais aussi la transition juste. Donc, sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à Madame Daudier. Bonjour Dominique. Merci, Hélène, de cette belle invitation. Bien, merci d'avoir accepté. Puis, je commence en débutant. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, qu'est-ce que c'est Enviro Compétences? Quelle est sa mission? Bien, Enviro Compétences, ça fait 25 ans d'existence, qu'on va célébrer d'ailleurs en septembre de cette année. Félicitations, Oui. félicitations. On est un organisme à but non lucratif. On est majoritairement financé par la Commission des partenaires du marché du travail, entre parenthèses, Emploi Québec. OK, Et parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi la commission. Merci de exactement, alors je préciser. simplifie avec Emploi Québec. On a 4 axes de travail. On est des experts en développement de compétences et en formation continue. On est des experts en information sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'on dresse des portraits de la main-d'œuvre de sous-secteur ou de secteur pour être capable d'avoir des plans d'action pour résoudre des problématiques de main-d'œuvre ou des problématiques que les employeurs vivent. Le troisième axe, c'est la promotion des métiers et des carrières en environnement. Et le quatrième axe, qui est de soutenir et d'aider les entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines par des outils, par des formations, par des guides. Alors, c'est les 4 axes sur lesquels on travaille au quotidien. Parfait. Donc, on va aborder sûrement quelques-uns de ces axes là, au cours de notre entretien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce qui distingue le marché de l'emploi dans le domaine de l'environnement des autres secteurs? Bien, écoute, dans les 10 dernières années, parce qu'on peut regarder un horizon de 10 ans, le secteur de l'environnement a fait une progression environ de 10 de taux d'emploi annuellement. Oui, on le Ce qui constate. est énorme comparativement aux autres secteurs d'activité économique, on vacillait autour de 1,8 à 2,8. OK. Alors, le secteur de l'environnement est extrêmement favorisé à tous les points de vue dans l'emploi et dans la création d'entreprises aussi. Qu'est-ce qui distingue le secteur de l'environnement aussi? C'est par la panoplie de métiers qui est reliée dans ce secteur-là. Alors, on passe à des profils diplômes d'études professionnelles, puis on va à une centaine de métiers de profession reliés jusqu'à des doctorats puis des post-doctorats dans des secteurs très précis et très techniques. Et le secteur de l'environnement, c'est un secteur qui allie les deux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail manuel, puis il y a aussi beaucoup de travail de recherche et de développement, etc. Alors, c'est un secteur qui est très, 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 très diversifié. Et de science, hein, quand on Et de parle sciences, aux exactement. ingénieurs, entre autres. Oui, tout à fait. Et dans ce qui concerne la pénurie de main-d'œuvre, Oui, est-ce qu'elle frappe le secteur de l'environnement d'une manière particulière? Est-ce oui. que oui? Première des choses, le secteur de l'environnement, autant il est en croissance à peu près autour de 10 annuellement, c'est le secteur d'activité économique dont l'âge médian est le plus élevé. Ah oui. Alors, ça veut dire que la moyenne des gens qui travaillent dans le secteur de l'environnement ont 44 ans, alors que dans tous les autres secteurs d'activité économique, on parle de 38 ans. Ah bon, j'aurais Fait que ça- pensé que la jeune génération, peut-être ça dépend des corps de métier aussi. oui, aussi, mais c'est une moyenne. OK. Ce qui fait quand même, ce qui fait une grande tendance, ça veut dire qu'il va y avoir plus de gens qui vont aller en départ à la retraite que dans d'autres secteurs d'activité économique. Le deuxième facteur, c'est le taux de croissance de l'emploi, le taux de croissance de ce secteur d'activité-là. Fait que d'un côté, il y a des gens qui partent à la retraite en plus grand nombre. D'un autre côté, il y a le secteur qui est en forte croissance. Et de l'autre côté, il y a un taux de natalité qui est bas. Oui. Alors, ces 3 éléments-là, là, c'est une recette catastrophique pour le secteur de l'environnement. Et une particularité qui est essentielle à comprendre, beaucoup de métiers, la majorité des métiers sont reliés à la santé publique. Mhm. Alors, sans, 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 sans amoindrir les autres métiers, quand on parle du secteur de l'environnement,
Si demain matin, il y a moins d'opérateurs dans les usines de traitement d'eau, ça veut dire que ça peut mettre au jeu la qualité de l'eau potable que l'on boit. Oui. Si demain matin, la gestion des collectes de la matière des déchets, des détritus, il y a moins de collecte, bien, effectivement, il pourrait y avoir contamination par les déchets, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de métiers qui sont directement liés à la santé publique, ce qui fait que la pénurie de main-d'œuvre, elle est encore plus grande, l'enjeu est encore plus grand parce qu'on doit faire extrêmement attention à toutes ces données quantitatives du marché de l'emploi. Alors, c'est effectivement accentué. Oui. Puis, les principaux besoins des employeurs en matière de main-d'œuvre dans le secteur de l'environnement au Québec, qu'est-ce que les employeurs recherchent? Puis, quelles sont aussi les compétences qui sont les plus recherchées chez les employés? Dans le cas du secteur de l'environnement, sa particularité encore, c'est le secteur d'activité économique qui est le plus réglementé et le plus légiféré. Oui, en effet. Alors que les autres secteurs d'activité économique, c'est le libre arbitre et puis c'est des éléments économiques variables. Dans le secteur de l'environnement, les compétences qui sont nécessaires pour être capable de respecter une loi, un règlement qui soit municipal, provincial, fédéral ou international, bien, quand on a un nouveau règlement, quand on a une modification réglementaire, automatiquement, ça met de la pression sur les services et produits environnementaux, dont les compétences, on a besoin de bonifier des compétences ou d'en développer d'autres. En ce moment, on voit prolifération, si on parle de contamination, si on peut jouer avec les mots, il y a beaucoup de demandes de compétences qui sont dites techniques, qui ont à faire avec les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la caractérisation et réhabilitation des sols, même dans les allocarbures, tout ce qui correspond à des compétences, les gaz à effet de serre. Technique, beaucoup. Oui. Alors, un comptable agréé pourrait, dans une entreprise, décider de développer des compétences pour la comptabilisation des GES. Alors, ça, c'est une compétence qu'il devra aller chercher, puis c'est des compétences dites techniques. Fait que le secteur de l'environnement, dans son ensemble, il est extrêmement influencé par les lois et règlements. Et il faut les respecter, ces règlements-là. Donc, les entreprises doivent développer des compétences par rapport à ça. Il y a aussi toutes les tendances internationales, toutes les nouvelles technologies. Bien, c'est sûr, on parle de numérisation, on parle de transition verte, de transition numérique. Alors ça va influencer grandement la qualification de la main-d'œuvre ainsi que le développement des compétences. C'est bien parce que oui, on le voit que c'est de plus en plus en demande. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un engouement pour ces métiers-là aussi. Alors, c'est vrai que quand tu nous disais tantôt, bien, c'est le secteur qui est le plus touché, si on peut dire. Mais peut-être que le jour où on aura plus de main-d'œuvre, ce secteur-là sera encore plus en demande. Quels sont les principaux sujets d'intérêt, Dominique, pour la formation continue en environnement? Bien là, en ce moment, il y a une grosse vague sur l'économie circulaire, sur les 3 R, sur l'efficacité. Peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, les 3 R, c'est la réduction, le recyclage ou la réutilisation, le recyclage et la valorisation pour terminer par l'élimination. C'est la hiérarchie des 3 RVE. C'est ça. Alors, il y a beaucoup d'aspects de formation qui se développent là-dessus. Énergie renouvelable, technologie propre, efficacité énergétique. Je vous parlais de la contamination des sols, puis la réhabilitation des sols. Il y a des normes très serrées là-dessus. On parle aussi des allocarbures, comment disposer de la climatisation dans les voitures, dans les réfrigérateurs, etc., etc. Il y a des formations qui se donnent. Il y a à peu près 500 ou 600 personnes qui se forment par année sur le web, sur les allocarbures, comment utiliser et disposer des allocarbures. Il y a une sensibilité, on voit apparaître une sensibilité des autres secteurs d'activité économique, ce qui amène en sorte qu'il y a des entreprises qui veulent emboîter des démarches de développement durable, des démarches d'éco-responsables, des démarches d'empreinte, réduction de la matière première. Il y a énormément d'entreprises qui ils sentent cette sensibilité-là, puis ils décident d'entreprendre des démarches là, pour réduire et pour revaloriser ou même créer des produits à partir de la matière recyclée. Si on parle des 3 R, là, ça en est un exemple. Mais c'est vraiment très, 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 très prolifique en ce moment.
Puis, quels seraient les meilleurs arguments pour inciter les travailleurs qui se cherchent, travailleurs, travailleuses qui cherchent un emploi, puis les jeunes aussi, la nouvelle génération à la recherche d'un parcours scolaire ou académique à choisir dans le secteur de l'environnement. Est-ce que vous autres, vous participez à des portes ouvertes dans les écoles? Puis, donc, c'est quoi les meilleurs arguments que vous utilisez? Bien, le secteur de l'environnement, autant il est en croissance, autant il est sur toutes les lèvres de nos citoyens, de nos parlementaires, des gens qui sont à la tête de nos gouvernements, autant que c'est un secteur qui est méconnu. C'est-à-dire, quand on rencontre les jeunes, parce qu'on en rencontre beaucoup chaque année, les jeunes ont comme une idée un peu limitative des professions et carrières qui sont attitrées à ça. C'est-à-dire qu'ils voient effectivement la personne qui fait la collecte des ordures, la collecte du compost, la collecte du recyclage. Ils voient des camions. Puis à l'autre extrême, ils voient des gens en sarrau blanc en regardant dans un microscope. Mais à travers tout ça, il y a une diversité extraordinaire de métiers et de professions. Une chose que je suis contente, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enquêtes sur la motivation des jeunes au travail, puis l'environnement ou des pratiques environnementales respectueuses sort en 3e ou en 4e position quand on demande aux futurs employés, aux chercheurs d'emploi, quels sont les critères pour choisir une entreprise. Alors, ça veut dire qu'il y a une grande sensibilité de la part des chercheurs d'emploi, puis par rapport à nos jeunes, sur travailler dans une entreprise qui serait éco-responsable. OK. On dit aux jeunes aussi que on avait sorti un slogan il y a quelques années un peu naturel, c'est travailler en environnement, c'est appliquer ses convictions au quotidien. Fait qu'il y a beaucoup de noblesse dans les métiers et professions de l'environnement. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont convaincus que tout ce qu'ils font a un impact sur la santé publique, sur le monde de demain, sur les générations futures, puis la santé présente de la planète. Fait que quand on interroge les gens, c'est ce qui nous sort. C'est ce qu'on essaie de partager. Puis en ce moment, on se promène à travers toutes les écoles du Québec qui veulent bien nous voir, avec des bornes interactives, des grosses bornes interactives de 6 pieds, où l'étudiant est en immersion de façon 3D. Il y a 5 métiers qui sont mis en valeur avec toutes sortes de connexions, de formation, les programmes de formation, quels intérêts tu dois avoir, quelles compétences tu dois développer. Fait qu'on a essayé de développer le pedigree de 5 métiers et professions. Puis on s'en vient avec une 2e version l'année prochaine avec 5 autres métiers pour être capable d'influencer les jeunes dans les écoles pour prendre une décision d'aller vers un métier qui est relié à l'environnement. C'est donc des métiers, on appelait ça le parcours professionnel, là, je pense. Là, OK. Et là, on le fait de façon technologique pour aller rejoindre les jeunes. Oui, oui, effectivement. Pour les parties prenantes avec lesquelles Envirocompétences collabore au travail, qu'on pense au gouvernement, qu'on pense aux entreprises, aux écoles, aux centres de formation, justement, c'est quoi le rôle de ces acteurs-là pour promouvoir les métiers puis les professions de l'environnement? Bien, les écoles, on travaille en collaboration avec eux autres depuis des années, c'est-à-dire qu'on a des fiches de métiers qui sont sur notre site Internet que les conseillers d'orientation ou les conseillers pédagogiques peuvent downloader. On avait, il y a quelques années, créé avec une entreprise, ça s'appelait l'île de Rana, elle existe encore. C'est un parcours virtuel d'une grenouille et d'un crapaud qui, à travers des catastrophes environnementales, vont essayer de résoudre des problèmes. Alors, il y a beaucoup d'écoles qui, dans des classes d'orientation, vont utiliser l'île de Rana. Pour ce qui est de la partie gouvernementale, bien, on est en contact constant avec le ministère de l'Environnement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme tu le fais aussi, toute la réglementation a des impacts sur les compétences. Fait qu'on essaie d'être en contact constant avec le ministère de l'Environnement. Et le ministère de l'Éducation, exemple, on essaie beaucoup de les influencer sur les tendances des métiers, puis des formations qui devraient être associées à ces métiers-là, puis au développement de programmes soit professionnels, soit collégiales, parce que le ministère de l'Éducation s'occupe plus de ces 2 aspects-là. Alors, souvent, on est invité à des tables de travail ou à des tables de réflexion pour partager notre expertise, la vision des compétences, la vision du monde du travail
auprès de ces divers ministères-là. Puis avec toutes les associations étant vraiment en mode écoute, en mode partenariat et collaboration, comme avec la tienne, alors l'identification de besoins de formation qui viennent des entreprises, bien à ce moment-là, on développe des formations qui sont financées et ça fait en sorte que ça donne l'accessibilité aux entreprises d'avoir des formations à moindre coût. Alors, on sait que des fois, les budgets sont serrés, puis c'est pas toujours évident. Alors, c'est ça, c'est le soutien qu'on offre là, aux entreprises, puis on est en mode écoute avec tous les acteurs du système. Pour des formations, comme on disait tantôt, plus ouais. De nature plus technique. Oui. L'environnement, on le sait, là, c'est un domaine de connaissances, hein, ainsi que le contexte politique et réglementaire qui évolue rapidement. Comment les travailleurs peuvent-ils garder leurs connaissances à jour, parce que ça évolue beaucoup, tout ça, rapidement, comme je le disais, sans que ça accapare pour autant tout leur temps, parce qu'ils ont quand même un horaire contraignant eux aussi? Bien, dans la pandémie, il y a quand même eu beaucoup de développement sur les modes d'apprentissage. Les plateformes virtuelles, entre autres. Ben oui, parce qu'avant, on devait se déplacer à un endroit, dans une salle de cours, aller suivre la formation et revenir dans nos lieux de travail ou dans notre lieu familial. Les formations asynchrones ou synchrones qui ont été développées pendant la pandémie permettent à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand de suivre une formation. Je pense que un des outils, du coffre à outils des entreprises en ce moment pour conserver leur compétitivité, ça va être vraiment de développer les compétences. Puis je vais donner un exemple qui est très simple. Puisqu'il y a pénurie de main-d'œuvre, puisqu'on n'est pas capable d'obtenir des gens en quantité suffisante. Un exemple, dans une entreprise qui a été vécue, il y avait quelqu'un qui était au payable, puis l'autre était au recevable. Il y avait une autre personne au recevable. Bien, vu qu'il y a eu de la misère à trouver quelqu'un au payable, il a décidé de former la personne au recevable pour faire du payable et du recevable. Alors, je pense que la polyvalence, ça va être une des clés, un des outils les plus stratégiques pour les entreprises, et de développer de la polyvalence, puis ça passe par le développement des compétences, puis ça passe par les formations, puis l'acquisition de nouvelles connaissances. Dans les cas, il y a beaucoup de professions dans notre secteur qui sont associées à un ordre des ingénieurs, ordre des technologues. Alors, eux autres, il y a quand même une obligation dans les ordres de suivre un nombre de formations ou d'heures de formation. Alors ça, bien, ça incite à les suivre. Mais je pense que les modes d'apprentissage facilitent beaucoup l'acquisition de compétences nouvelles ou la bonification. C'est un plus dans le cursus d'apprentissage. Oui, avec tout ce qu'on a connu, effectivement, là, avec la pandémie et le virtuel. Dans l'exercice de planification stratégique que Enviro Compétences a fait, dans votre document, il mentionnait que la part des jeunes, ça, j'étais étonnée de lire ça, dans le secteur de l'environnement est plus petite que dans l'économie en général. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bien, la part des jeunes dans le secteur de l'environnement, c'est que c'est un secteur, comme je vous dis, qui est méconnu. En ce moment, il y a des problématiques assez graves. Il manque d'étudiants dans les cohortes pour partir les cohortes d'enseignement, que ce soit au niveau collégial, que ce soit au niveau professionnel, il manque de monde. Alors, en amont, ce qu'on pense, c'est que vu que c'est un secteur qui est moins connu auprès des jeunes, les jeunes sont moins enclins à prendre une formation dans le collégial ou secondaire, là, des professionnels. Donc, à la fin, il sort moins d'étudiants. Alors, la portion de jeunes, elle est plus petite. Puis, comme je te disais tout à l'heure, la moyenne d'âge est plus élevée dans le secteur de l'environnement. Fait qu'il y a comme une espèce de ballon là, qui se fait naturellement, mais c'est partie remise. Là. On fonce avec toutes sortes de moyens en ce moment pour sensibiliser les jeunes là-dessus. Mais oui. Alors, ça, c'était très intéressant. Puis aussi, Dominique, nous terminons toujours nos balados avec 5 questions plus ludiques. Et je commencerai en demandant quel est le mot du développement durable, dans le vocabulaire du développement durable, quel est le mot que tu préfères? Moi, c'est développement. Mm-hmm. Moi, je suis une personne de développement, je suis une personne de résultats. Puis pour moi, le développement, c'est la clé de beaucoup d'histoires à succès. Et de résultats. Et de résultats, effectivement. Fait que dans le mot durable, c'est un mot qui est très noble, mais il y a le développement, puis il faut vraiment passer au mode action
pour être capable d'avoir des décisions qui sont durables puis la production durable au Québec. Merci. Puis, quelle est la personne que tu admires le plus dans le domaine du développement durable? J'ai de la misère, je ne me souviens pas de son nom, mais il faisait beaucoup d'émissions de télévision. Il était asiatique. Comment il s'appelait? Bon, Asiatique. Ah. oui. Il avait les cheveux blancs. Mon Dieu, je l'ai oublié, il m'a sorti de la tête. Les émissions de télé, alors, OK. Il sensibilisait beaucoup les gens sur la nature. C'est un Canadien. OK, tu ne parles pas de David Suzuki. Oui, c'est lui. Ah oui? OK, parfait. Oui. OK, c'est bon. Puis il avait une façon de vulgariser extraordinaire. OK. Sur une échelle de 1 à 10, où crois-tu que le Québec en est en termes de développement durable? Bien, si on se compare à certains pays, on serait plus bas que je pense, comme la Norvège ou la Suède ou bon, l'Allemagne. Mais si on se compare au reste du Canada, sans vouloir, mais je pense qu'on est en voie de devenir un leader au Canada en termes de stratégie et d'orientation. Donc, tu n'as pas un pointage en tête, là? Ben, je pourrais dire 6 sur 10. OK. 6 sur 10, c'est bon. OK. Ben oui, certains ont été plus généreux. Toi, tu es à 6, c'est correct. Quelle est, selon toi, la plus grande fierté du Québec dans le domaine de l'environnement durable, du développement durable, pardon? Ben, je ne sais pas si ça peut dire une fierté, mais le plus grand chantier, ça a été le chantier hydroélectrique, qui est une énergie renouvelable. Je pense qu'on est, contrairement à d'autres pays qui sont attachés à la pétrochimie, je pense que c'est une source d'énergie extraordinaire qu'on a le Québec, là. C'est de l'or bleu. Surtout par les temps qui courent, avec la transition énergétique, l'électrification, ben, une chance, il y a eu des gens qui ont été visionnaires au Québec. Oui, tout à fait. On termine toujours avec une question sur un peu plus philosophique, mais en même temps légère. C'est si la réincarnation existait, quelle est la plante, l'animal ou encore, il me semble que j'avais la plante, l'animal ou l'arbre dans lequel tu souhaiterais te réincarner? Ben moi, ça serait un bonsaï. Oh! Et pourquoi, Dominique? Je trouve ça beau, je trouve ça raffiné. Je trouve que ça a une élégance. Puis en même temps, ça reflète toute la puissance parce que paraît-il qu'un bonsaï, là, ça vit des centaines d'années. Ça prend de l'entretien, ça prend de... ça serait le bonsaï que je trouve très noble. Avec un peu d'éternité de cette année. Oui, c'est ça. Ah bien, merci beaucoup, Dominique. Ça fut très intéressant. Puis, ça permet à nos auditeurs et auditrices de comprendre qu'est-ce qui se passe, que les métiers verts sont appelés à prendre de plus en plus de place dans notre économie, dans notre environnement social. Et là, vous autres, vous faites beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes, dans les écoles, puis vous offrez aussi un parcours plus technique. Alors, donc, merci encore parce que ça permet à tous de bien vous connaître, tout le monde. Merci infiniment, Hélène. Merci à toi, Dominique, et au plaisir. Au plaisir.